Salut. Bon, je suis malade comme un chien. Nana, elle était malade pareil hier soir. Je passais une nuit très dure. J'ai pas pu faire la vidéo hier soir, du coup j'ai dû faire ça ce matin assez tôt, c'était pas facile. Et du coup c'est maman qui a pris le volant pour nous emmener sur le spot final dans les montagnes. Et coucou, on est arrivé au Cappadoce, on est dans un grand magasin, c'est dimanche. Du coup on voudrait faire des courses pour l'anniversaire d'Alex demain, peut-être trouver 2-3 petits trucs pour manger. On a à peu près tout trouvé, de quoi faire le petit déjeuner, on a même trouvé des bières, ça devrait le faire. 17 octobre, il y a 28 ans je naissais, et aujourd'hui on est face aux montgolfières. On sent que l'hiver se rapproche doucement et qu'on va vraiment pas passer tout l'hiver dans les Cappadoces parce que c'est très très beau mais ça se refroidit très très vite. Les montgolfières en fait ça a été inventé par les deux frères montgolfières en France, à Valence ou à Annonay, je crois que c'est à Annonay plutôt. Et c'est pour ça qu'on voit des montgolfières là-bas. Si je dis pas de bêtises, c'était en 1780. En fait, ça a été rapporté ici dans cette région par un Turc qui, il faut se l'avouer, a eu une très bonne idée. En 1990, quelque chose comme ça, donc il y a 30 ans. Et ça s'est vraiment officialisé et développé autour des années 2000. Et depuis, il y a de plus en plus de montgolfières qui volent dans cette vallée pour notre plus grand bonheur parce que c'est vraiment super joli. On se demandait aussi à un moment donné avec Nana pourquoi quand ils arrivent à fond avec leur 4x4 ils se garent un peu autour de nous, ils font péter des bouteilles, on pensait que c'était de la bière mais apparemment du coup c'est du champagne. C'est une tradition en fait qui vient des frères montgolfières qui, après leur première expédition réussie en montgolfière, ont sorti les bouteilles de champagne et ont arrosé leur vol qui était réussi. Et on s'est renseigné un peu sur les vols en ballon. On n'en a pas fait parce que déjà ça coûte très très cher et puis c'est très joli aussi vu d'en bas. Alors en fait ils font des services, les gens sont dans leur hôtel, ils viennent les chercher à 4h du matin, ils les emmènent sur les lieux de décollage, donc il y a plein d'endroits à peu près, enfin c'est assez groupé quand même, mais il y a plein de petits endroits comme ça de décollage. Ils font en fait un petit déjeuner turc, ils boivent le thé, ils boivent le café, pendant que en fait, les montgolfières sont en train de s'installer. Et après, c'est le grand moment où ils lancent les gonflages. Alors pour gonfler les grosses montgolfières, en fait, ils les gonflent avec des gros ventilateurs, vous savez, comme on voit un peu des fois derrière les ULM, et qui font tourner à fond les ballons pour remplir les ballons d'air. Et une fois que le ballon est rempli, je dirais aux 3/4, là ils commencent à balancer des grands jets de flammes à l'intérieur pour finir de le gonfler et le lever. Et du coup après les gens ils font des balades avec la montgolfière qui dure à peu près c'est entre 1h et 1h30. Ils montent jusqu'à presque 1000 mètres d'altitude et en fonction des vents et des thermiques qu'ils prennent, ils se retrouvent tous à des endroits un peu différents pour l'atterrissage, donc c'est assez joli. Et puis après il y a leur équipe qui viennent les chercher avec les remorques. Et c'est juste génial. Et après en fait ces vols, c'est là qu'ils montent dans les 4x4 et qu'ils vont au sommet d'une montagne un peu comme là où on est garé et qu'ils font péter les bouteilles de champagne. Alors attention, il y a de l'ambiance, hein. Les gars ils nous font délirer. Après c'est bien, ils s'amusent, franchement c'est chouette, c'est marrant. C'est le tourisme à fond ici, hein. Il y a d'un côté une grande part d'histoire en fait,
et mêler à ça un tourisme de masse, mais c'est impressionnant, hein. Impressionnant. Ici, vous pouvez tout acheter, hein. Vous pouvez faire un tour en chameau, vous pouvez faire un tour de vélo, un tour de cheval, du quad, du 4x4. Il y a disons des espèces de, de voitures américaines décapotables où vous pouvez faire des shootings photos. C'est hallucinant. Après, c'est comme ça fait vivre aussi. Ça fait vivre l'économie locale, il y a plein de belles choses aussi à acheter. Et ouais, c'est deux contrastes. Après, pour l'histoire un peu là de la région où on est, donc on est juste à côté de Göreme. Il y a aussi un grand village qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Uşhisar. Et en fait, tout ce paysage qu'on voit autour de nous, il a été façonné il y a des millions d'années où il y avait 3 grands volcans dans la région en fait. Qui se sont réveillés et qui ont déversé de la lave sur des centaines de kilomètres carrés. Et en fait, il y avait 2 couches qui se sont formées, c'est-à-dire une couche en dessous qui était formée uniquement de cendres, c'est ce qu'ils ont appelé le tuf, et une couche qui était dessus, qui était en fait du basalte, qui était éparpillé un peu de partout. Et en fait, avec toutes ces années qui sont passées, il y a eu une érosion qui a été très importante forcément avec le temps. Il y a certains endroits où il y a des fleuves qui coulaient, d'autres endroits c'est juste les fontes des neiges et toutes les pluies, plus l'érosion éolien en fait, avec le vent aussi. Et tout s'est dessiné en fait dans le paysage. Et ce qui est assez original, comme on peut le voir là dans la Love Valley, qu'ils l'ont appelé, Love Valley par rapport à la forme des rochers qui fait penser à quelque chose en particulier. Et en fait, ces parties qui sont restées sur le dessus plus larges que sur le dessous, ce qui est assez impressionnant, et ben en fait, c'est les parties de basalte qui étaient posées dessus et qui était en fait beaucoup plus résistante que la partie de tuf qui est dessous et qui n'est en fait que de la cendre qui s'est durcie et où l'érosion en fait travaillait plus vite. Et du coup ça a dessiné des paysages assez impressionnants. Et tout ça en fait ça a été utilisé par beaucoup de peuples. J'ai lu qu'ils avaient retrouvé en fait des traces de population en fait qui étaient vieilles de presque 10 000 ans. Je ne sais plus en quelle année parce que je ne suis pas très très fort en histoire, mais en fait quand les chrétiens se faisaient chasser un peu de partout par les Romains et par plein d'autres,
ils sont venus se cacher en fait dans la région des Cappadoces, sachant qu'en fait ils ont creusé énormément d'habitations. Il y a même des villes souterraines, on essaiera d'aller en visiter, ça peut être super intéressant. Ils ont tout creusé en fait dans la partie tuf, pas dans la partie basalte qui elle est très très dure, mais la partie de dessous, ils ont construit en fait des maisons, des alcôves, enfin, ils se sont complètement cachés. Et c'est ce qui fait toutes ces petites habitations troglodytes qui sont éparpillées un petit peu de partout. Et il y en a beaucoup qui sont encore habités par des habitants locaux en fait. C'est ce que je trouve d'ailleurs super bien, c'est que ça n'a pas été complètement mangé par le tourisme. On voit encore plein de maisons qui ont une partie qui est vraiment dans la montagne ou dans la roche. C'est resté un endroit assez mythique en fait, où des peuples se sont installés, ont transité. C'est en plus en plein sur la route de la soie, donc il y a eu énormément de commerçants, de marchands à l'époque qui passaient à cheval, en charrette, et c'était vraiment des lieux de vie. Donc voilà un petit peu pour l'histoire des montgolfières et de comment s'est formé un peu ce paysage magnifique qui nous entoure et dont, faut l'avouer, nous ressource énormément après tout ce qu'on vient de traverser, qui était vraiment difficile. Là ici on se sent vraiment bien. J'ai trouvé du coup une adresse dans la ville la plus proche pour recevoir les cartes. C'est envoyé, donc on nous estime à peu près à une semaine l'envoi. On espère que ça va rester dans le timing. Et puis voilà, le gars du PS après est super gentil, il a pris mon WhatsApp, il m'a envoyé un message, il m'a dit de lui joindre le numéro de suivi de colis, que lui il connaissait les gars à la douane, qu'il s'arrangerait pour pas que ça se bloque dans tous les cas et tout, donc très arrangeant, super cool. On a pu manger aussi dans un restaurant, c'est des copains qui nous l'ont conseillé, ça s'appelle, je l'ai pas en turc, mais en anglais ils appellent ça potri kebab, kebab potri. En fait, c'est super, c'est assez fou comme concept. Ils façonnent un petit pot en terre cuite qu'ils laissent ouvert. Donc ils le laissent sécher. Et une fois qu'il est sec, en fait, ils mettent de la viande crue à l'intérieur, plein de petits légumes, de l'eau et peut-être un tout petit peu d'épices, je sais pas. Et après, ils referment ce pot de poterie, avec de la poterie aussi en fait, et ils mettent ça dans un four. C'est même pas un four, ils mettent ça dans un brasier, et en fait ça bout à l'intérieur, mais je pense que ça explose pas parce que vu que c'est de l'argile, ça doit laisser quand même s'évaporer un tout petit peu, mais c'est impressionnant. Et ils nous amènent, du coup nous on avait pris un chacun avec Nana, et ils nous emmènent ces espèces de pots comme ça là en terre cuite, tac, qui nous cassent, ils cassent le dessus, ça se coupe parfaitement en plus. Et ils nous versent le contenu comme ça dans une assiette en terre cuite en plus, très jolie. Et alors ça sort, c'est bouillant, mais c'est délicieux, délicieux. Franchement, c'était vraiment très très bon. Et voilà, on a découvert un bon petit plat. Ils servent ça avec du riz, ils cuisinent le riz à la perfection. En plus, ils commencent vraiment à gérer la cuisson du riz. Ça se voit qu'on bascule doucement dans l'Asie. Donc voilà, on a eu la chance de faire ça dans le village du Chisar, où on a aussi rencontré, ça nous fait bizarre parce que dans des endroits touristiques comme ça, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent français en fait. Anglais, c'est pratiquement tout le monde, chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude parce que depuis le début, pour se faire comprendre, c'est vraiment compliqué. Mais là, il y a même des gens qui nous abordent en français et ça fait bizarre, mais bon, c'est cool, ça permet de parler un petit peu, échanger avec ces gens. Depuis qu'on est arrivé en Turquie, on prend l'eau sur des endroits qui sont vraiment pas terribles. Et on se base beaucoup, on se repose beaucoup sur notre filtre à charbon qu'on a de type Berkey. Ça fait pas tout en fait, je me rends compte que ça purifie l'eau des substances physiques qui sont assez néfastes pour nous et ça nous permet de la boire. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même de trouver une eau vide et on va essayer de se remettre à boire quand même l'eau des sources qu'on trouve sur notre route. Qu'on passera quand même par sécurité sur le filtre. Ça va nous faire du bien, je pense. Bon, la
source qu'on a trouvée hier était vraiment pas top. On va essayer celle de Golem. Il suffit d'une pluie pour ramener tous les oiseaux. On va essayer de les filmer délicatement. Ce matin, il y a eu de la pluie, pas de montgolfière, c'est le premier matin qu'il n'y en a pas. Ouais, il y a les 4x4 qui viennent de passer. On est parti avec Mani et Chat se balader. Même s'il fait pas très chaud, il y a quand même pas mal de points sympas. Et puis, on va penser à filmer. Il y avait plein de 4x4, des Land Rover qui passent parce qu'ils peuvent payer des expéditions et puis du coup passer là dans les montagnes et tout. Un peu de plus, on se faisait écraser. Oh. Faut faire attention, ils sont fous. Hein. C'est pour ça, maman elle est au taquet. Après, c'est cool, ils ont mis leur rampe de feu. Du coup, on les voit de loin. Pour expliquer quand même, parce que ça vaut le détour. La première fois, quand on est arrivé en fait ici, on avait le point du spot que j'avais envoyé aux copains pour l'anniversaire d'Alex. Et le GPS nous a fait passer par cette montée. C'est une montée juste de dingue. Et nous, avec le camion, Alexis, il a fait preuve de détermination. Il voulait essayer. Et en fait, ça bloquait toujours à peu près un peu avant le virage ici. Et quand moi je vois aujourd'hui le reste qui restait, c'était sûr que c'était pas possible. Et en fait, ici c'est les Land Rover, les 4x4 qui passent pour faire le circuit un peu touristique. Donc le chemin il est hyper emprunté, il est large. Mais nous ça montait bien trop avec le camion. Mais franchement il montait bien parce que le début ça monte quand même pas mal. Mais bon, on n'est pas 4x4, il faut pas pousser. Et je vous le montre de l'autre côté, du coup on nous voit d'ici. Alors je sais pas si tous les offices de tourisme sont comme ça, mais en tout cas là tout de suite je suis à Nevşehir et ils ont construit un nouvel hôtel, un nouvel office du tourisme qui est énorme en fait, vraiment énorme. Et alors ils sont vraiment très 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 gentils. Ils m'ont payé le thé comme d'habitude. Je leur ai dit que je cherchais une carte de la Turquie. Alors ils m'ont pas trouvé de carte de la Turquie, mais alors ils m'ont donné un paquet avec 15 000 petites cartes locales, plein de documents qu'ils ont trouvés en français sur la nourriture turque, sur les Cappadoces, sur les balades, sur les endroits à visiter. Donc franchement je vais jamais dans les offices du tourisme, mais alors là j'ai bien fait de m'y arrêter. Et si jamais vous passez à Nevşehir, franchement ça vaut le coup. Hein. Vous aurez plein de belles cartes et plein de belles informations. Il m'en a donné du coup pas mal en français, mais il y en a en anglais aussi, donc génial. Sinon j'ai toujours pas trouvé de carte, de vraies cartes routières. Carte touristique sera encore mieux, style Michelin. Dans les villes c'est super galère, dans les librairies normalement ils devaient en avoir, mais clairement ils m'ont dit depuis les GPS et tout ça il n'y a plus personne qui achète de cartes. Et nous on aimerait bien avoir une carte quand même, mais c'est compliqué à trouver, donc je vais continuer de farfouiller toutes les librairies que je croiserai et qui sait, un jour on tombera peut-être sur une vieille carte. On est vendredi. Je sais pas si j'aurai d'autres images à vous rajouter entre temps, parce que là franchement on prend le temps de se ressourcer, de faire un peu ce qu'on a à faire. Si par contre j'ai quelque chose de très important à faire, c'est que notre grande ami Bastet le chien nous a encore éclaté la table. On n'a plus de table encore une fois, donc je vais faire un système différent. On a réfléchi à quelque chose de différent parce qu'on essaye de garder cette table amovible en fait depuis le début de l'aménagement de notre camion, et à chaque fois ça ne va pas. Donc là on va essayer de faire différemment et on va faire un autre aménagement, donc je vous montrerai ça. Ça va être cool, ça va faire un peu de changement, mais il faut que je trouve quelques matériaux avant de le faire. Donc on va voir comment on arrange ça, mais c'est encore un petit chantier qui se profile dans le salon. Il faut aussi qu'on se déplace à un moment donné dans un coin où il y a un tout petit peu moins de monde pour que je coupe du bois. J'ai pas mal de bois dans la soute, mais il faut encore que je le coupe et je le fende parce qu'on va bientôt faire nos premières flambées. Et je suis pas mécontent d'un côté, c'est tellement agréable. Mais voilà, l'hiver arrive et on va profiter de nos Cappadoces, mais on descendra quand même bien vite dans le sud, rejoindre les copains là-bas à la plage, hein. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les Cappadoces, parce que c'est vraiment une région magnifique et unique en Turquie et même à travers le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous.